elle a une précision de 14 cm. D'accord? Donc, quand une précision de 14 cm, c'est-à-dire que le cercle de dispersion de la balle, quand on vise un point, c'est 14 cm d'erreur. C'est-à-dire que si on vise ici, ben, on va automatiquement viser le visage, toucher le visage. Et donc, quand les gens disent qu'ils n'ont pas fait exprès de toucher l'œil de Jérôme Rodriguez, ils ont fait exprès de toucher l'œil de Jérôme Rodriguez, parce que le visage de Jérôme Rodriguez, parce que l'arme en elle-même, elle a un cercle de diffusion qui n'est que de 14 cm. Alors les grenades sont aussi très destructrices, parce qu'on a beaucoup parlé des LBD, mais les grenades sont encore plus dangereuses, je dirais même, parce qu'elles sont mortelles, dans la mesure où elles contiennent 25 à 30 grammes de tholite. La tholite, c'est un équivalent un petit peu de la TNT, donc c'est un explosif très puissant. Ce sont ces grenades qui ont remplacé les grenades OFF1 qui ont tué Rémi Fraisse, dont on a parlé tout à l'heure, sur le barrage de Sivins. Elles sont un peu moins puissantes, mais quand même puissantes. Et vous voyez, tout ce qu'on voit sur la photo là, ce sont tous les éléments qui peuvent être projetés par ces grenades. Parce que la grenade Gliev-4, c'est une grenade assourdissante qui va entraîner une sidération de la personne du fait de l'explosion, qui va parfois entraîner des lésions auditives parce que avec le blast de l'explosion, mais il va projeter aussi des pièces métalliques. Et moi j'étais allé au 1er mai à Paris et j'ai vu un monsieur lambda, 60 ans, en costume, qui avait le costume déchiré, ensanglanté. En fait, il avait le mollet déchiré parce qu'il était à côté d'une grenade Gliev-4. Et puis après, il y a des grenades qui sont faites spécifiquement pour faire des dégâts. Ce sont les grenades de désencerclement. Ce sont ces grenades qu'on voit ici qui vont projeter des palets durs en caoutchouc sur une circonférence de 30 mètres. Et chaque palet, quand il vous touche, a un impact de 80 joules. Donc c'est 10 boules de pétanque que vous prenez dans la jambe, et si vous le prenez dans l'œil, ben, vous perdez l'œil. Vous imaginez que si vous prenez déjà une boule de pétanque dans l'œil, vous pouvez perdre votre œil. Hein. Et donc ces armes sont très dangereuses en fin de compte, parce que ça a déjà été documenté. Moi je n'ai fait que rapporter des éléments qui étaient déjà connus, on va dire, avec cette revue La Littérature qui avait montré finalement que lorsqu'on était blessé par une de ces armes, on avait plus d'une chance sur 6, soit de décéder de cette arme, soit d'avoir des blessures très graves. Donc ce sont des armes qui sont connues pour être mutilantes et létales, et quasiment plus dangereuses finalement que de jouer à la roulette russe, quoi. Hein. Alors au niveau des membres, quelques petits rappels anatomiques, puisque moi je suis médecin, donc j'apporte aussi ma vision médicale du problème. Quand vous êtes blessé au niveau du bras ou de la jambe, qui sont les cibles normalement qu'on doit viser avec ces armes, puisque c'est interdit strictement dans le protocole et dans l'usage de l'arme de viser la tête, de viser le cœur, de viser les parties génitales, mais même quand on tire dans une jambe, vous voyez les dégâts que ça peut occasionner. Donc il y a des gens qui ont eu des mains cassées, il y a des gens qui ont eu des hématomes comme ça, donc on voit des hématomes comme ça chez des gens qui vont avoir un accident de moto par exemple, qui vont avoir le fémur cassé dans un accident de moto. Vous imaginez un petit peu la taille de l'hématome, juste à l'impact de cette arme. Et puis il y a des gens qui ont eu des pertes de substance au niveau de la jambe, parce que la peau elle est tellement fragilisée qu'elle nécrose, quoi. Hein. Et accessoirement, ça peut être dangereux, parce qu'en touchant des organes vitaux comme la rate ou le cœur, on peut avoir des lésions importantes. Donc ça, ce sont les lésions qu'on peut voir au niveau des membres. Vous imaginez bien aussi que si ces armes touchent le cou, la gorge, hein, où on a des vaisseaux importants, on a l'axe respiratoire avec la trachée, on peut avoir des blessures graves. Et ce monsieur, c'est un jurassien là, qui a été blessé. Il a eu une plaie au niveau du cou qui s'est arrêtée à 2 mm de la carotide. Si sa carotide était touchée, ce monsieur, malheureusement, ne serait plus parmi nous pour en parler. Au niveau de la face, on a vu beaucoup également de blessures. Et ça, c'est des blessures qu'on voit depuis des années, en fait. Le petit Geoffrey, là, c'était un jeune lycéen de Bonlieu qui a été blessé au niveau du visage. Ces blessures ont aussi touché des gens qui passaient dans la rue, en fait. Il y a des passants qui ont été blessés. Des gens qui n'étaient pas du tout impliqués dans les manifestations, comme ce jeune homme qui sortait d'un magasin à Strasbourg. Il sortait du magasin avec son sac, il a pris un tir de LBD dans la mâchoire, et maintenant il a un fixateur externe, il ne peut plus s'alimenter, il est obligé de s'alimenter avec une paille, etc. Le temps que ça se consolide, sa fracture. Et pire que la blessure physique, en fait, c'est la blessure morale de tous ces gens-là dont il faut prendre conscience. C'est des gens qui vont avoir du mal à reprendre une vie normale, qui vont être traumatisés, qui vont avoir des difficultés à se réinsérer dans la société, qui vont perdre leur emploi, qui vont avoir des difficultés familiales aussi, qui vont se trouver dans un isolement psychologique et social terrible. Et c'est le cas de ce petit jeune qui a 15 ans, quoi. C'est un enfant. Voilà.
Donc ça, ce sont les risques au niveau de la face. Alors bien sûr, il y a eu des blessures. Je sais que les images sont choquantes, mais je pense que c'est important de les avoir vues au moins une fois dans votre vie, ces images-là, parce que c'est ce qui se passe dans notre pays, messieurs, dames. Et ce n'est pas acceptable. Nous sommes le pays des droits de l'homme. On ne peut plus, et en tant que soignant, c'est pour ça que moi j'ai lancé cette pétition que vous pourrez trouver sur change.org, qui est la pétition des soignants contre les armes dites moins létales, parce que ça, c'est indigne de notre pays de voir ça. Hein, des gens qui ont eu des blessures de guerre, parce que ce sont des armes de guerre, des blessures de guerre, et par certains aspects, quand on a un bout de mâchoire arraché, comme ce monsieur, ce jeune qui va avoir plusieurs chirurgies successives pour réparer son visage, eh bien, on est bien face à des blessures de guerre qui s'apparentent à ce qu'on voyait pendant la Première Guerre mondiale avec les gueules cassées. Hein. Moi, j'ai employé ce terme, mais je n'ai pas honte de le dire, et je le redirai encore. Et certains blessés, ce sont des gueules cassées, parce qu'ils ont non seulement leur visage qui est détruit, mais il y a leur vie aussi à côté qui est détruite. Et puis ensuite, on a vu, bien sûr, les blessures oculaires, plus de 25 personnes, 24 personnes maintenant depuis le week-end dernier qui ont été blessées. Donc des gens fameux comme Jérôme Rodriguez, mais il y a aussi, regardez, c'est des enfants, c'est des jeunes gens qui ont leur vie brisée en fait. Parce que perdre un œil, moi je le sais dans ma profession, en tant que neurochirurgien, malheureusement on voit beaucoup d'accidents de la route, on a des patients qui ont des tumeurs qui compriment les nerfs de la vision, etc. On sait ce que c'est personnellement, les soignants en termes personnels pour ces gens-là, leur vie est détruite. Hein, ils ne pourront plus faire le même métier, ils vont avoir un handicap à vie, et puis ce traumatisme-là restera. Toute leur vie, ce n'est plus acceptable. Et puis en tant que neurochirurgien, et c'est pour ça que moi j'étais intervenu en fait, quand j'ai vu les images d'un blessé de la région, en région province, qui a été touché par un tir de LBD à la tête, et qui avait le crâne enfoncé. Là, moi je me suis dit, mais c'est pas possible quand même, la communauté médicale n'intervienne pas sur cette question, c'est insensé. Hein, puisque quand on voit des blessures comme ça, c'est un article qui était déjà sorti sur le flashball. Hein, on voit un monsieur qui a pris un impact de flashball ici au niveau du crâne. On voit le crâne qui est enfoncé. Surtout, il y a une hémorragie cérébrale, en fait. Vous voyez ici. Ce monsieur a des difficultés de parole maintenant qui sont irréversibles. Comme s'il avait fait un AVC, en fait, qui a été blessé par une de ses armes. Là, je mets en comparaison, en fait, trois images de scanner pour vous montrer un petit peu le type de blessure que ça peut donner au niveau du crâne en tir de LBD. Parce que c'est bien difficile de dire lequel est le LBD et lequel n'est pas le LBD. Le LBD, c'est ces personnes-là. Ça, c'est quelqu'un qui a été tabassé à coup de batte de baseball. Et ici, un monsieur qui a eu un accident de la route grave. Et ben, vous voyez, les dégâts sont quasiment similaires. Et ce monsieur, d'ailleurs, avait une hémorragie cérébrale. Hein. Ici, on voit le crâne qui est enfoncé, ici. Et puis, une hémorragie cérébrale, ici, dans la région temporale. Nous, c'est des choses qu'on voit dans des accidents de la route graves, chez des gens qui vont se défenestrer de plusieurs mètres de hauteur. Hein. Donc, des armes extrêmement délabrantes, extrêmement dangereuses. La même chose pour les grenades de désencerclement, puisqu'elles peuvent donner des lésions du thorax, des lésions de la colonne vertébrale, des lésions du visage, des oreilles. Et puis là, ce sont toutes les personnes qui ont été touchées par ces armes et qui ont eu des mutilations importantes. Hein, on a vu, ça c'est quelqu'un qui a été blessé à Notre-Dame-des-Landes. Vous voyez sa botte, la botte dans quel état elle se trouve à l'issue d'une attaque avec une grenade. Et puis il y a tous ces gens qui ont des mains mutilées. Hein, il y a eu, depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu plus de 5 personnes qui ont été blessées par ces armes. Et puis ça, ce sont les impacts des petits galets là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, des grenades de désencerclement, qui vont donner des ecchymoses, des hématomes. Et puis bien sûr, quand ça tape dans le visage, comme ce monsieur qui avait été blessé lors de la manifestation contre la loi travail à Paris, qui a perdu son œil, j'ai rencontré ce monsieur, il a sa vie qui est brisée. Quoi. Je veux dire, ce monsieur était syndicaliste, je pense, chez vous. Hein. Je l'ai rencontré à Paris, on a discuté ensemble, on prend bien la conscience de l'impact personnel pour ces gens. Il y a même des pompiers maintenant qui ont été blessés. Hein, ce monsieur était pompier, il partait de la manifestation, il a été visé de dos, alors qu'il était de dos. Et donc là, il y a bien un problème, comme vous disiez tout à l'heure, un problème aussi de doctrine, c'est-à-dire la façon dont ces armes sont utilisées sur les manifestants. Et puis accessoirement, ces grenades, elles peuvent aussi balancer des projectiles qui sont dans les enveloppes de la grenade, en fait, qui partent tout autour. Donc ça peut être des pièces métalliques, comme on voit ici, ça peut être des pièces plastiques aussi qui vont être projetées. Et donc nous les soignants, on a pris parole dans cette question parce qu'on trouve ça intolérable qu'on fasse ça en France et parce qu'on sait bien aussi l'impact sur la vie de ces blessures
infligées à des concitoyens. Très important l'impact psychologique aussi. Des choses qui leur paraissent justes, exprimer leurs paroles, et puis se battre pour un monde meilleur. Voilà. Donc quel est le bilan en France de ces armes dites-moi létales? Si on regarde depuis 99-2018, il y avait 54 blessés graves, déjà principalement des enfants. Hein. Et pendant toute cette période-là, c'est des enfants, des supporters, c'est des personnes âgées aussi. Vous voyez, une dame âgée là, qui a pris par hasard, elle était en banlieue, elle a pris un tir de LBD dans l'œil, elle a perdu son œil. Bon, c'est normal, tout va bien. On est en France. Hein, et puis, depuis 2018, voilà, ça c'est le mur de la honte, quoi. Hein. Moi, je le dis sans aucun arrière-pensée. Pour moi, ça, c'est le mur de la honte. C'est pas possible. On n'est pas en France. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France a été condamnée par le Conseil de l'Europe, condamnée par l'ONU. Maintenant, la France est mise au banc des nations, en fait, parce qu'on est devenu un régime qui mutile les gens dans les rues, les concitoyens dans les rues. Voilà. Et donc, si on regarde le bilan, finalement, 99-2009, plus de 280 blessés maintenant, 67% par tir de LBD, il y a quand même eu 4 morts. Hein, parce qu'on n'en parle pas de tous ces morts avant les Gilets jaunes, puisqu'il y a eu 2 personnes tuées par flashball, il y a eu Rémi Fraisse qui a été tué au barrage de Siemens, et puis là il y a Madame Zineb Redouane qui a été tuée à Marseille, quand même au début du mouvement des Gilets jaunes, qui était une dame qui était à sa fenêtre, qui a pris un tir de lacrymogène et qui est décédée dans les suites du tir de lacrymogène. Hein, parce que la capsule de la lacrymo, quand elle vous arrive dans le visage, c'est aussi dangereux qu'un LBD en fait. Hein. Et puis il y a eu, depuis 99, 56 éborgnés, 15 traumas crâniens graves et 11 personnes qui ont été amputées. Donc on peut plus supporter ça. C'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça. Et c'est pour ça que nous, les médecins, les chirurgiens, les soignants, on est contre l'usage de ces armes. On se battra, et moi personnellement, je battrai jusqu'au bout contre ces armes. On est aussi, on l'a vu les séquences récentes médiatiques, on est contre le fichage des manifestants, parce qu'on considère que c'est intolérable qu'on demande aux médecins, aux soignants de nier leur serment de secret médical et d'aller en plus, alors qu'on travaille dans des conditions de plus en plus difficiles dans les hôpitaux, en plus aller dénoncer les manifestants. Et puis nous, ce qu'on demande aussi en tant que soignants, c'est qu'on améliore les conditions de travail dans les hôpitaux, et on trouve indigne que le gouvernement se serve de cet épisode pseudo-attaque de la Pitié-Salpêtrière, de prendre encore les soignants en otage pour défendre leur politique, alors que de l'autre côté, ils organisent la casse systématique de l'hôpital public. Voilà. Merci de votre attention. Bravo. Bravo. Très beau discours. Très beau discours. Ça fait plaisir d'entendre ça. Bon, bref, même si les images ne sont pas forcément magiques, je vous avoue que voilà, ça fait du bien d'entendre ça dans la voix d'un médecin. Voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes dans l'assistance, on peut peut-être poser 2-3 questions pour répondre aux gens qui souhaiteraient. Je ne sais pas si on peut allumer la lumière de la salle. On peut. Allez-y, monsieur. En fait, on a quand même 173 000 signatures hein, quand même sur cette pétition. Donc je vous rappelle quand même que dans le grand débat, faux débat, il y avait par exemple le thème finance et fiscalité qui a recueilli plus de contributions, il n'y avait que 152 000 contributions. Donc on est 20 000 contributions de plus que ça et on n'a toujours pas entendu de revendications, on n'a toujours pas entendu M. Castaner se prononcer sur ces armes, alors qu'il y a des avocats, les syndicats, les associations de blessés, les soignants, la communauté internationale, le défenseur des droits a demandé au Conseil d'État de l'interdiction de ces armes et on n'a toujours pas entendu de réponse. Et moi j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui
pas la volonté, on va dire, de se manifester en public, mais j'ai eu beaucoup de témoignages de collègues qui m'ont contacté par email, par téléphone, qui ont signé aussi cette pétition, des infirmiers, des aides-soignants, des kinés, des assistantes sociales, des médecins, qui sont outrés par cette histoire. Et la même chose pour le fichage des manifestants, les soignants, c'est le cœur de notre métier, nous on est des humanistes. Hein, quand on fait ce métier-là de soignant, quel que soit le cadre professionnel, on est des humanistes, on est là pour aider nos concitoyens, et on est extrêmement choqués qu'on nous demande ça, c'est très inquiétant. Et moi, pour conclure, en fait, ce que je voulais dire, cette présentation n'a pas pour but de vous décourager d'aller en manifestation, c'est simplement pour vous faire prendre conscience de la gravité de la situation, et aussi vous dire qu'il est temps que les choses changent. On ne peut plus accepter ça, parce que ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être un de vos enfants, petits-enfants, qui un jour va être dans la rue et se faire blesser, par hasard, par une arme comme ça. Voilà, ce n'est plus acceptable. Voilà. Bravo. Je peux pas applaudir vu que je porte la caméra. On a un peu de temps. Donc c'est ce qu'on vient de me dire. Donc à partir de là, on pourra prendre quand même quelques questions de la salle. Je voulais juste ajouter, désolé, je peux pas voir vos commentaires. Il y a des recours qui sont faits donc, contre l'usage de ces armes de guerre, parce qu'il faut vraiment dire ce que c'est. Laurent a bien insisté, et nous, solidaires, parce que je suis le secrétaire de l'Union syndicale solidaire de Côte d'Or, également secrétaire national, donc nous, on appuie vraiment là-dessus. Alors, il y a effectivement actuellement un recours donc, contre l'usage en toutes circonstances de ces armes de défense. Parce qu'il y a d'autres recours qui, eux, insistent juste sur les manifestations. Non, non. Et comme l'a bien dit Laurent, ces armes, elles sont utilisées depuis de longue date, hein, notamment dans les quartiers populaires, sauf que on n'a pas trop insisté sur les quartiers populaires jusqu'à présent. Maintenant, c'est d'autant plus visible que c'est au cœur de la cité que ces trucs-là, ces horreurs-là, sont utilisés. Question. Est-ce qu'il y aurait un micro qui pourrait voyager? Ouais, ça serait. Ou alors il faut crier fort. La question qui était posée, c'était sur les gaz lacrymogènes. Excusez-moi. Voilà. Bien sûr. Alors les gaz lacrymogènes, moi je ne bien. suis pas un expert en biochimie, etc. Hein, mais je me suis quand même renseigné sur la question. Les gaz lacrymogènes sont des gaz chimiques qui sont interdits par la Convention de Genève en situation de guerre. Déjà. Donc ça place le décor, si vous voulez. Ça veut dire que quand on utilise des armes comme ça sur la population civile, on peut déjà commencer à se poser des questions. Donc ce sont des armes chimiques interdites en temps de guerre et utilisées sur les populations civiles. C'est intéressant comme concept. Après, ces gaz lacrymogènes, ils contiennent maintenant un gaz qu'on appelle le gaz CS. Ce gaz CS, il est plus ou moins concentré dans les gaz. Et en fait, là, au fil des manifestations, vu l'ampleur du mouvement et pour casser le mouvement, ils ont augmenté la concentration des gaz. C'est pour ça que je vous disais dans mes lives. Vous exprimez dans la rue et qu'on vous jette des lacrymogènes, vous avez l'impression que c'est pire qu'avant. Mais c'est pire qu'avant parce que c'est plus concentré. Bon. Exactement. Deuxième point, c'est que ces gaz lacrymogènes, ce gaz CS, il va se inspirer. Donc déjà, il a une agression chimique qui est irritante. Donc ça, vous l'avez tous vu pour les yeux, la gorge, les voies respiratoires. Tiens, ce qui est extrêmement dangereux éventuellement pour des gens qui ont des problèmes respiratoires, par exemple des crises d'asthme, qui peuvent déclencher une crise d'asthme et éventuellement mourir sur le pavé à cause d'un gaz lacrymogène. Hein. Et puis, dans l'organisme, ce gaz-là, il va se décomposer en différents métabolites par l'organisme, qui vont circuler dans le sang, et en particulier, il y a des dérivés du cyanure. Le cyanure, bon, je ne vous fais pas un dessin, c'est un poison le cyanure. Très puissant, qui bloque la chaîne de respiratoire au niveau des cellules, en fait. Hein. Et donc, ça entraîne une asphyxie tissulaire. Alors, bien sûr, tout est une question de concentration du produit dans le corps. Et donc, on va dire que théoriquement, si par exemple dans cette salle on lâchait beaucoup de lacrymogènes dans un lieu confiné comme ça, on pourrait tous mourir par l'intoxication au cyanure et par étouffement en fait. C'est clair.
Donc tout est une question de concentration en fait et de confinement de l'espace. Donc ces gaz-là sont potentiellement mortels. Il y a des études scientifiques qui ont bien documenté ça sur des animaux. On a fait des tests sur des lapins, des chiens, des cochons, etc. pour doser le seuil de toxicité mortelle en fait. Alors pour l'instant, en manifestation, on n'a vu personne mourir de gaz lacrymogène, et on va dire que théoriquement, c'est des gaz toxiques, chimiques, qui sont très dangereux. Chez des gens, par exemple, qui ont des problèmes cardiaques, aussi, ça peut être dangereux, parce que si on est déjà fragile au niveau du cœur et qu'on a moins d'oxygène qui arrive au niveau du cœur, le cycle cardiaque peut s'arrêter aussi. C'est énorme. D'accord. Donc c'est quand même des choses très inquiétantes, et qui surtout empêchent les gens de s'exprimer finalement, parce que le lacrymogène, voilà, on a tous vu ça en manifestation, ça empêche de s'exprimer, parce qu'on vient, et puis boum, lacrymogène, et puis c'est la manif, elle est finie, quoi, c'est terminé, en fait. Alors, donc c'est le déni de démocratie, en fait, le lacrymogène aussi. Voilà. Très bien dit, très bien dit. Je signale simplement qu'il y a eu un papier, un article du Monde diplomatique consacré spécifiquement au gaz lacrymogène, au fait que la France nie que c'est une arme de guerre, et qui, je crois, est paru au début de cette année, mais en tout cas, pour les personnes intéressées, on peut vous retrouver les références. Merci. Une autre chose sur laquelle j'étais intervenu, il y a le syndicat Vigie qui a pris parole là-dessus, c'est que les policiers aussi sont exposés au gaz lacrymogène. Ouais, j'ai vu ça. Donc potentiellement, je pense qu'ils devraient bien se poser la question eux-mêmes, dans leur usage de ces armes, de savoir est-ce qu'ils ne sont pas exposés sur le long terme à des maladies qu'on n'a toujours pas encore documentées, parce qu'on n'a pas tellement de recul sur les conséquences à long terme de l'exposition importante de gaz. Et donc les policiers aussi sont victimes de cette politique. Ça fait beaucoup si tu fumes pas. Madame. 18-40, on n'entend pas la question, je suis désolé. C'est un peu loin. La dame là qui parle. Mais moi j'entends rien. Elle parle de Monsieur Macron. Mais personnellement, je dirais... Alors, qu'on s'entende bien, c'est un moyen juridique. Ah, vous voulez entendre la question? À la limite, est-ce que ça vous dérange de venir la reposer ici? Bon, simplement, donc, cette personne, alors si j'ai bien tout saisi, parce que j'ai pas forcément... Donc, voilà, c'est pas forcément évident de s'entendre. Donc, souhaitait savoir si, en fait, l'outil juridique qu'on a utilisé, donc, porter plainte à l'ONU, dès que vous avez l'occasion, il faut le faire. Était susceptible, c'est bien. donc, tous les autres. De prospérer. Allez faire analyser votre sang, d'obtenir etc. gain de cause, c'est un peu ça. C'est important. Ok. Mais écoutez, en fait, on utilise, comme on dit, toutes les armes à notre disposition. Bon, après, c'est un outil juridique. L'outil juridique, on sait très bien que la là, justice, ça dérive un peu. Et d'ailleurs je l'ai mentionné dans ma présentation, n'est pas tout à fait complètement indépendante. J'espère que ça va aller. On sait très bien qu'en pratique, malheureusement, il y a une certaine inféodation, excusez-moi, donc des juges par rapport donc, normalement oui. Attends. Bon bah je vous refais un live plus tard, désolé les copains. Donc, bisous, je vous refais un live oui, tout à l'heure. peut-être qu'on obtiendra quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on soit